14 jours de l'histoire de Tulin. Nous sommes le vendredi 10 mai 1940. Depuis 8 mois, on s'est installé dans ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Les troupes françaises, retranchées derrière la ligne Maginot, restent sur la défensive. Près d'Épernay se trouve en réserve le 158e régiment d'infanterie de Strasbourg. Il est sous les ordres du colonel Pucinelli. À Tulin, en cette avant-veille de la Pentecôte, on pourrait presque croire qu'en Belgique, pays neutre, c'est toujours la paix. Le soleil resplendissant de ces derniers jours a fait oublier les rigueurs de l'hiver que l'on vient de subir. Il semble d'ailleurs que ce soleil va se lever sur une autre journée de printemps, calme et sereine. Soudain, le roulement sourd des bombardements lointains ne laisse plus aucun doute sur les événements qui se déroulent. La Reichswehr attaque la Belgique. Les premières escadrilles alliées survolent Tulin. Et bientôt, les premières colonnes françaises passent sur la route menant de Quiévrain à Boussu. L'après-midi, la Luftwaffe les attaque. Le soir, elle bombarde Boussu et Quiévrain. Samedi 11 mai. Les premiers réfugiés traversent Tulin. C'est l'évacuation qui commence et qui se poursuivra le lendemain, dimanche 12 mai, ainsi que les jours suivants. Lundi 13 mai, le 158e prend position en Belgique sur une ligne de défense allant d'Erqueline à Fontaine-Valmont. Mercredi 15 mai, le flot des réfugiés encombre la grande route Boussu-Quiévrain. Elle sera plusieurs fois mitraillée et bombardée les 15, 16 et 17 mai. Jeudi 16 mai. Les services de la Croix-Rouge de l'armée française s'installent dans des maisons abandonnées de Tulin. Vendredi 17 mai. Le 158e est au contact de l'ennemi dès le soir. Dans la nuit, il reçoit l'ordre de décrocher et de se replier au nord de la route Maubeuge-Poussois. À Tulin, les services de la Croix-Rouge se replient vers la France. Samedi 18 mai, les derniers éléments du 158e régiment d'infanterie arrivent aux emplacements qui leur ont été assignés dans la soirée. Mais l'armée allemande occupe déjà les faubourgs de Maubeuge. Dimanche 19 mai. À Tulin, les dernières troupes françaises traversent le village, battant en retraite vers Anzy et Pomerol. Si les bombardements ont cessé sur la grande route, on entend pourtant tonner le canon du côté de Maubeuge. C'est que là-bas, le 158e, renforcé par quelques unités isolées d'autres régiments, lutte avec acharnement pour éviter d'être encerclé. Lundi 20 mai. Ce matin-là, la première patrouille allemande, des cyclistes, traverse Tulin. L'après-midi, une compagnie de Feldgrauen occupe le village, s'installant dans les maisons abandonnées de la Grande Rue. La maison du notaire Mailleux abrite l'état-major. L'accès à la Grande Route est interdit aux villageois qui sont restés, et les sentinelles gardent les points de traversée du chemin de fer. Mardi 21 mai. Le colonel Pucinelli, qui voit fondre ses troupes et ne peut évacuer ses blessés, se rend compte qu'il est impossible de tenir la position de Maubeuge faute de ravitaillement et de munitions.
Ils décident d'essayer de rejoindre l'armée française à Valenciennes ou à Condé. Dans la nuit, les restes du régiment, le 10e bataillon de chasseurs et quelques isolés se regroupent à Kévy. Ils ne disposent que de quelques dizaines de charrettes tirées par des chevaux pour transporter matériel et munitions. Mercredi 22 mai. La colonne se heurte à l'ennemi qui occupe Blarny. Elle force le passage mais laisse 25 tués. Traversant Saint-Labruyère puis Dour, elle arrive à Élouges. Jeudi 23 mai. Il est environ 4 heures du matin. 2 éclaireurs du 158e, le capitaine Levresse et le caporal Claus, descendent lentement à bord d'un sidecar la route qui, venant du lieu-dit La Tôle, croise l'axe principal Boussu-Quiévrin au carrefour du Saint-Homme avant d'entrer dans le village de Tulin. Les 6 ou 7 Allemands qui gardent le carrefour lèvent les bras comme pour se rendre. Les Français s'avancent, mais les Allemands se jettent à terre et les mitraillettes crépitent depuis les étages des maisons voisines. Les 2 éclaireurs ont juste le temps de se mettre à couvert dans le fossé qui borde la route. La moto flambe. Le colonel, alerté par l'incendie, fait avancer une partie de ses troupes et, quelques minutes plus tard, l'avant-poste du Saint-Homme tombe entre ses mains. Il établit son PC dans une ferme voisine et décide de prendre Tulin dans l'espoir d'y récupérer matériel, vivres et munitions avant de poursuivre vers Condé. Les restes de 3 compagnies, alignées depuis Pierre d'Or jusqu'à la Tôle, se lancent à l'assaut du village. La grande route où l'ennemi ne disposait que d'un avant-poste est traversée sans encombre. 400 mètres environ séparent cette grande route de la ligne de chemin de fer qui lui est parallèle. Les Allemands, retranchés depuis la gare jusqu'à la passerelle, surpris par l'attaque, refluent vers le village, laissant la gare et la ligne de chemin de fer aux mains des Français. Ils se replient sur l'unique rangée de maisons de la rue du Quigno, abandonnée par leurs habitants. C'est alors un feu nourri entre les 2 positions. L'aile droite française fonce vers le Quigno à travers champs et prairies et en déloge l'ennemi à la baïonnette. Simultanément, l'aile gauche dépasse la gare et s'avance dans le village par la rue de la Station et la Grande Rue, protégeant ses flancs par des infiltrations vers les rues Georges et Radon. Derrière, la colonne complète et ses prisonniers s'engagent dans Tulin. L'ennemi se défend pied à pied, mais l'élan des Français est irrésistible et l'avant-garde dépasse bientôt la Grand Place. Elle se scinde en 2, progressant d'une part vers le Sardon et d'autre part vers la rue du Calvaire et la rue des Canadiens, refoulant les Allemands vers les Sérus. La tête de la colonne française a déjà dépassé la place du Calvaire et oblique vers le Sardon. Mais derrière les Français, l'étau se resserre. Venant de Quiévrin, des renforts allemands attaquent le carrefour du Saint-Homme. Le colonel Pucinelli, blessé, y est fait prisonnier. Les troupes motorisées arrivent de Montreuil-sur-Aisne par les Sérus et prennent sous leur feu les éléments de la colonne française qui sont dans la rue du Calvaire et sur la place du Calvaire, abattant la plupart des chevaux. De Villepomerol, l'artillerie allemande pilonne Tulin. Des obus tombent au carrefour de la rue de la Citadelle et de la Grande Rue, d'autres sur la Grande Place, d'autres encore au Calvaire. Les Français continuent toujours le combat. Sous le commandement de l'adjudant-chef Biraud, l'arrière-garde, retranchée dans la gare, inflige de lourdes pertes à l'ennemi. 2 soldats sont postés dans le clocher. Ils ne se rendront pas. Mais le combat est inégal. Les Allemands, supérieurs en nombre et en armement, reprennent le centre du village. Pendant ce temps, l'avant-garde qui progressait vers le Sardon est arrêtée par l'ennemi retranché au pont de la rivière.
munitions sont épuisées. Le soldat Kléber Lebert enfourche alors sa moto et fonce en hurlant sur l'ennemi. Il est fauché par une rafale de mitrailleuses. Le dernier officier français n'a plus d'autre solution que de faire hisser le drapeau blanc. À 10 h du matin, on sonne le cessez-le-feu. C'est ici que se situe le fameux épisode du trompette de Tulin, rapporté par un correspondant de guerre allemand qui participa à la bataille. Un clairon français, sommé de sonner le cessez-le-feu, refusa. Un sous-officier allemand s'empara de l'instrument et sonna lui-même le cessez-le-feu. La bataille de Tulin s'achève. 13 Français et 12 Allemands ont été tués et on relève de nombreux blessés. Vers midi, la colonne des prisonniers français, rassemblée dans la rue du Calvaire, est dirigée vers Pomerol. Pour le 158e régiment d'infanterie, le bilan est amer. Sur un effectif de 3000 hommes au départ, on compte 300 tués et plus de 1000 blessés. Pour Tulin, une des pages les plus héroïques de son histoire vient d'être écrite. La place du Calvaire, qui a vu le sacrifice de ces courageux soldats français venus combattre loin de chez eux pour défendre une nation amie, sera rebaptisée Place des Français en leur honneur. Un monument y sera élevé en hommage à tous ceux qui y sont morts et dont nous faisons maintenant l'appel. Soldat Paul Lepers, classe 35, né à Malensac dans le Morbihan, tombé au carrefour du Saint-Homme. Adjudant-chef Henri Biraud, né à Fontenay-Rohan en 1907, tombé près de la gare de Tulin. Soldat Jean Marchal, classe 33, né à Étival dans les Vosges, tombé le long du quai de la gare. Soldat Georges Bonin, classe 35, né à Montpont en Saône-et-Loire, tombé près de la passerelle. Soldat Armand Bouillant, né à Outriaz dans l'Ain en 1918, tombé rue Radon. Caporal-chef Guillaume Guepner, classe 31, né à Romilly, Moselle, tombé rue Radon. Soldat Jean Juaz, classe 35, né à Sarissap, Hongrie, tombé près de l'église. Soldat Henri Michaud, classe 37, né à Bourg, tombé près de l'église. Soldat Léon Paclet, classe 37, né à Livier-de-Courte dans l'Ain, tombé rue des Canadiens. Soldat Richard Schmitt, classe 33, né à Paris, tombé rue des Canadiens. Soldat Armand Félix, classe 38, né à Cours dans l'Ain, tombé rue des Canadiens. Caporal Jean Bany, classe 38, né à Clermont-Ferrand, tombé rue de Cérus. Soldat Kléber Lebert, né près de Griselles dans le Loiret, tombé près du pont de la Rivière. Qu'à jamais leur sacrifice reste présent